Pierre-Henri Dumont, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour, on est ravis de vous accueillir pour cette rentrée, député Les Républicains du Pas-de-Calais. Avant de parler des rentrées politiques, puisque tous les partis maintenant sont en ordre de marche, un mot sur l'annonce de Gabriel Attal hier. Les abayas seront interdites à l'école. Est-ce que vous approuvez cette décision, cette fermeté ? Oui, c'est très bien. On l'avait d'ailleurs proposé avec les Républicains il y a de cela 2 ans lors des premières abayas qui étaient apparues dans les classes, qui est devenu un phénomène en réalité de mode propagé sur les réseaux sociaux également. La question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on va distinguer une abaya d'une robe longue, et la question qui se pose, c'est surtout comment est-ce que Gabriel Attal a évolué. En 2019, lors du débat, souvenez-vous, du voile pour les accompagnatrices scolaires, Gabriel Attal, le même qui était ministre à l'époque déjà, mais pas ministre de l'Éducation nationale, avait dit qu'il était opposé à toute législation nouvelle sur les signes religieux à l'école. On voit qu'il a évolué, tant mieux. Maintenant, la question, ce sera de pouvoir anticiper les futurs modes vestimentaires qui arriveront et qui seront en réalité des signes religieux et des atteintes à la laïcité. Et comment est-ce qu'on va faire pour pas être en réaction, mais anticiper les prochains phénomènes. C'est-à-dire que c'est une offensive récurrente. À chaque fois, il y a des ruses. C'était le burkini l'an dernier. Là, c'est l'abaya. Cet islamisme-là, il ne cesse d'inventer. Il faut être aux côtés des proviseurs et des directeurs d'école. Oui, c'est ça, c'est l'islamisme des coups de boutoir. C'est petit à petit tester les limites de la République, tester jusqu'où on est prêt pour défendre un modèle, qui est un modèle, oui, particulier dans le monde, qui est celui de la laïcité à la française. Et c'est pour ça, par exemple, que les Républicains ont toujours exprimé leur attachement à un retour d'un simili uniforme à l'école qui serait disponible pour les familles, qui permettrait de faire des économies, en particulier aux familles des quartiers populaires, et de créer un effet de corps au sein des classes. C'est quelque chose sur lequel nous devons travailler, et plusieurs maires des Républicains ont déjà exprimé leur intention d'avancer vers cela. Et le ministre veut l'expérimenter, l'uniforme, donc vous serez à ses côtés pour le soutenir et aussi surveiller ce qu'il fait. Oui, mais de toute façon, on a toujours été très clair là-dessus, et c'est avant tout les maires dans les différentes communes qui porteront cela, et beaucoup de maires, les Républicains, je vous le dis, embrayeront sur ce sujet, et certains l'ont déjà fait. Je pense, par exemple, à la ville de Provins, qui depuis plusieurs années a tenté l'expérimentation. L'affaire Médine révèle la gauche antisémite, disait Sylvain Maillard au micro de Radio J ce week-end. Est-ce que pour vous aussi, cette affaire Médine a débusqué de l'antisémitisme dans la NUPES ? Débusqué non, parce que nous savions que la NUPES était antisémite. On se souvient du fait que Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, manifeste dans les rues de Paris au cri, face à des cris antisémites. Et c'était en 2019 avec le CCIF, oui. Et exactement, avec le CCIF, vous l'avez dit. Et donc, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est une piqûre de rappel. Et on s'aperçoit que on est passé d'une extrême gauche et d'une gauche qui défendait auparavant l'émancipation des femmes, qui faisait la libération du vêtement, aujourd'hui une police du vêtement qui est celle de la gauche et qui veut enfermer les femmes au contraire. Alors la rentrée politique, c'est aussi les autres partis. On va commencer par le vôtre. Les Républicains étaient dans les Alpes-Maritimes hier avec Éric Ciotti. Il a annoncé qu'il se rendrait à l'invitation du président de la République pour la grande réunion de tous les partis mercredi. Est-ce que vous attendez de cette grande réunion des annonces, peut-être des thèmes pour des référendums ? En tout cas, ce qui est important, c'est de consulter les chefs de parti. C'est évident que le président de la République, vous le savez, n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, qu'il est nécessaire de dégager des pistes de réforme. Le pays a besoin d'être réformé sur les questions qu'on a pu évoquer, sur la question de l'immigration, sur la question de la sécurité, mais surtout également sur la question du pouvoir d'achat, du reste à vivre de nos compatriotes, qui aujourd'hui reste une priorité principale pour les Françaises et les Français. Et donc, s'il y a des propositions de référendum, des pistes de référendum qui sont évoquées, pourquoi pas ? Il faut évidemment revenir au peuple. Vous savez, la droite, nous sommes gaullistes et nous avons le référendum ancré en nous. Nous regrettons que le président de la République ait peur du référendum. Maintenant, s'il change de pied, tant mieux, mais cela se fera évidemment que si nous sommes d'accord avec les textes qui sont proposés, pour une raison qui est très simple, c'est qu'il faut que la question du référendum, si référendum il y a, soit adoptée dans les mêmes termes par l'Assemblée et au Sénat, et vous le savez, la droite est majoritaire au Sénat. L'immigration, une bonne grande loi sur l'immigration ratifiée par référendum, c'est un scénario qui vous conviendrait ? En tout cas, nous, on a fait la proposition. Vous savez, on a 3 projets de loi qui sont sur la table, dont une proposition de loi constitutionnelle qui est prête à être dégainée. C'est sur la table. Nos propositions sont sues et connues de tous, et donc c'est au président de s'en saisir. C'est ce que va dire également Éric Ciotti mercredi quand il va aller à la rencontre du président de la République. Nous sommes prêts. Toute
initiative du président qui ira dans le bon sens, qui ira dans le sens sur la question de l'immigration, parce que vous abordez le sujet de réduire l'immigration, faire en sorte de rendre plus facile les expulsions des clandestins dans leur pays d'origine, alors nous serons aux côtés du président de la République pour le voter. Par contre, tout texte qui ira à l'inverse, dans la poursuite du laxisme migratoire, nous serons là pour nous y opposer, quitte à déposer une motion de censure pour renverser le gouvernement. Et un texte qui régularise pour les métiers en tension certains immigrés. Ce que demande une partie du patronat, ce que semble approuver Nicolas Sarkozy, même s'il demande de faire un texte à part, ça vous convient ? C'est ce que je viens de vous dire, c'est un appel d'air, un signe de laxisme qui est intolérable, et donc nous sommes évidemment tous opposés à la régularisation des clandestins dans les métiers dits en tension. Et si cela est contenu dans le texte, nous voterons non seulement contre le texte, mais nous déposerons et voterons une motion de censure à l'encontre du gouvernement, puisqu'il devra le faire passer et l'adopter via un 49.3. La fin de vie va être au programme aussi des parlementaires en cette année. Est-ce que la fin de vie, ça peut être un sujet de référendum ? Ça renvoie chacun à sa conscience, c'est un bon sujet. C'est un beau sujet. C'est un sujet qui est extrêmement personnel, en réalité, puisque chacun a une expérience individuelle face à la fin de vie. Même moi, je dois vous dire que je ne sais pas exactement aujourd'hui quelle est ma position, parce que c'est un sujet qu'il faut aussi creuser. Et donc, pourquoi pas, en effet, avoir un référendum. Mais moi, vous savez, je préfère les référendums aux conventions bidons, à ce qui a pu être créé, par exemple, sur le climat, où on a des soi-disant experts qui viennent donner la leçon à des Français tirés au sort, pour au final leur bourrer de crâne avec leurs propres idées. Je préfère largement un référendum qui laisse chacun s'exprimer, plutôt que ces conventions bidons, ces assemblées populaires qui sont tirées au sort et soi-disant neutres. Alors Éric Ciotti a été très sévère avec les retrouvailles de Gérald Darmanin et d'Elisabeth Borne hier à Tourcoing dans le Nord. Il a parlé d'indécence de cet exécutif. Vous abondez dans ce sens ? Oui, il a parfaitement raison. C'est une double indécence en réalité. C'est une indécence parce que lancer la course des petits chevaux, de savoir qui sera potentiellement candidat à l'élection présidentielle dans 3 ans et demi, alors que les Français souffrent, alors que l'inflation explose, alors que plus aucun Français d'une classe moyenne ne peut accéder à l'achat d'un logement, d'une résidence principale, c'est profondément indécent. Et puis c'est indécent d'une autre façon, parce que quand on veut être candidat à l'élection présidentielle, il faut le faire quand on est ministre avec un bilan. Et quel est le bilan de Gérald Darmanin ? Il a 3 domaines de compétences depuis maintenant près de 5 ans. C'est 1, la laïcité, avec des atteintes à la laïcité qui sont beaucoup plus importantes que lorsqu'il a pris la tête de Beauvau. C'est 2, la sécurité, où on voit une explosion de l'insécurité, une explosion des homicides, une explosion des vols avec violence. Et 3, c'est la question de l'immigration, où on n'a jamais eu autant de titres de séjour délivrés, jamais eu autant de clandestins en France, une explosion de l'aide médicale d'État, une absence de renvoi des clandestins dans leur pays d'origine. C'est-à-dire que sur les 3 sujets principaux qui sont les siens à Beauvau, il a échoué. Mais néanmoins, mettre les classes populaires et les classes moyennes au cœur d'un projet politique, c'est finalement ce que vous, avec Xavier Bertrand, avec Aurélien Pradié, cette partie des LR très sensible à ce sujet, vous mettez en avant. Bien sûr, c'est ce que nous mettons en avant, mais nous n'avons pas l'indécence de se faire paraître comme une oie blanche alors qu'on a un bilan catastrophique comme l'a M. Darmanin. Vous adhérez à son pronostic, c'est-à-dire que les prochaines échéances politiques, notamment en 2027, se joueront sur ces catégories-là. Celui qui n'aura pas les faveurs des classes populaires et des classes moyennes, il sera battu. C'était déjà le cas en 2022, mais vous prenez les élections législatives. Si le Rassemblement national a réussi à obtenir 88 députés, c'est parce que les classes moyennes ont basculé, pour une partie d'entre elles, vers le Rassemblement national. Et donc, c'est évidemment le constat que nous faisons, sauf que nous avons des propositions qui sont des propositions bien plus puissantes que ce qui a été énoncé et égrené hier par le ministre de l'Intérieur, qui, on voit bien, en fait, ne joue pas la question de 2027, mais dans un rapport de force avec la Première ministre, parce qu'il est triste de ne pas avoir été nommé à Matignon. Et les Français méritent bien plus qu'un rapport de force interne au gouvernement, ils méritent qu'on s'intéresse réellement à leurs problèmes. Des propositions plus ambitieuses, dites-vous, de votre côté, mais plus coûteuses aussi. Or, on voit bien qu'on rentre dans une période où les comptes publics vont être un moment de grande rigueur. Oui, mais parce que les réformes n'ont pas été faites. Les grandes réformes structurelles n'ont pas été engagées. D'ailleurs, je rappelle que Gérald Darmanin a été lui aussi ministre du budget au début du premier quinquennat. Et donc, on est dans cette situation où il manque, 15 milliards d'euros. Et ce que nous disons avec les Républicains, c'est qu'il faut, avant de demander des efforts supplémentaires aux classes moyennes, je pense en particulier au doublement de la franchise médicale, c'est-à-dire ce qui est payé par le particulier sur la boîte de médicaments, passer de 50 centimes à 1 euro, il faut demander à ceux qui ne cotisent pas de faire beaucoup plus d'efforts. Je pense par exemple à la suppression de l'AME ou de l'aide médicale d'État qui est octroyée par l'État aux clandestins, qui atteint quasiment 2 milliards d'euros cette année. Il faudrait la réformer de fond en comble pour s'assurer que ce soit uniquement les soins les plus urgents qui
nécessite de pouvoir bénéficier de cette AME et non pas un panier de soins beaucoup plus important. Demandons à ceux qui ne cotisent pas de faire les efforts, réduisons les dépenses avant de demander d'abord aux Français des classes moyennes de faire eux-mêmes des efforts alors qu'ils sont déjà assommés d'impôts. L'analyse de Gérald Darmanin s'appuyait aussi sur un pronostic. Il déclare assez probable la victoire de Marine Le Pen en 2027. C'est votre sentiment également ? C'est mon sentiment, mais c'est surtout un symptôme. C'est le symptôme de l'échec d'Emmanuel Macron. En 2017, souvenez-vous, lors de son élection, au soir du second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron demandait à être jugé à l'issue de son quinquennat, de ses quinquennats ici, sur sa capacité à avoir fait reculer le populisme et le Rassemblement national. Bon, la réalité, c'est qu'il s'était présenté en 2017, Emmanuel Macron, comme étant le rempart au Rassemblement national et au populisme. Force est de constater, et d'ailleurs c'est les propos du ministre de l'Intérieur, qu'en 2023, Emmanuel Macron n'est plus le rempart, mais le marchepied du populisme et du Rassemblement national. On a commencé avec la rentrée scolaire, on va terminer avec la rentrée scolaire. Tenir les épreuves de spécialité du bac en juin et non en mars, faire rentrer les élèves en difficulté le 20 août pour leur apporter une sorte d'élan de soutien pour l'année scolaire. Est-ce que vous considérez pour vos populations, vos électeurs du Pas-de-Calais, que ce sont des mesures attendues et utiles ? Ce sont des mesures attendues parce qu'il faut reconquérir le 3e trimestre pour les terminales. On a aujourd'hui des terminales qui sont en vacances, en congé, à partir du mois de mars-avril. C'est autant d'heures perdues, mais en fait, c'est tout changer pour rien changer. Je rappelle quand même que si on a des épreuves de spécialité qui sont arrivées si tôt dans l'année, c'est parce qu'il y a une réforme du bac lancée par Jean-Michel Blanquer, qui était ministre d'Emmanuel Macron. Donc en fait, on a un ministre, voire même un président de la République, parce qu'il a expliqué que c'est le domaine réservé, l'éducation du président de la République, qui prend des décisions pour modifier ce qu'il a lui-même cassé. Donc on se retrouve quasiment 5 ans en arrière, avec malheureusement une génération qui a souffert d'heures en moins dans les écoles et d'enseignements en moins. Donc si on peut revenir à quelque chose de beaucoup plus sain, où on a plus d'heures de leçons, plus d'heures de cours, si on arrive à remettre en avant la lecture chronologique, par exemple des cours d'histoire-géographie, tant mieux, c'est très bien, c'est ce que nous demandions. Sur le bac, mettre à bas l'ancienne réforme du bac qui a eu autant d'effets néfastes, tant mieux, c'est ce que nous demandions, mais que de temps perdu, et surtout, je rappelle que c'est quand même le gouvernement d'Emmanuel Macron qui l'a mis en place. Eh bien, Pierre-Henri Dumont, merci beaucoup, bonne rentrée et à bientôt physiquement dans nos studios. Merci Christophe Barbier, on retiendra s'intéresser davantage aux problèmes des Français et moins aux ambitions personnelles de chacun et de chacune. Demain, Christophe, vous recevez Roger Carucci, le sénateur LR. Parce qu'il y a des sénatoriales dans quelques semaines aussi. Merci Christophe Barbier, belle journée à toutes et à tous et à demain. Radio J.